c'est parti. Alors bonjour à toutes et à tous, et je redis encore une fois que je suis archi content de vous retrouver ce soir, mercredi 8 avril, seul sur mon plateau télé que j'ai rhabillé en noir. Et chaque fois, je vais changer de décor parce que j'ai un décor qui est, j'ai un chef opérateur décor qui est absolument au top. Alors aujourd'hui, nous accueillons de nouveaux spectateurs et je vous remercie toutes et tous de votre présence. Lancer une émission sur le web sur un sujet aussi commun que la photo, c'est pas forcément évident, c'est une vraie aventure. C'est pas Koh-Lanta non plus, faut pas se leurrer. Ceci dit, je suis très content de le faire et surtout, je suis heureux que vous participiez à ces débuts. Vous faites partie de l'aventure, les amis. J'enlève l'oreillette parce que j'ai un petit écho. Alors, à ce sujet, j'espère que vous aurez plein de questions dans le chat en fin d'émission. Je tâcherai de répondre au fur et à mesure, mais en faisant bien attention de ne pas me faire perturber comme la semaine dernière. Ceci dit, tout à l'heure, j'ai bien fait de regarder pour voir qu'on a du son. Alors, du coup, je remercie au passage Marie, Arthur et Jean qui ont accepté de faire la modération du chat. Alors, vous êtes prêts? On y va vraiment pour le générique. Et voilà. Alors, le programme de cette émission est simple. Nous allons répondre à une question que l'on se pose tous à un moment donné quand on parle de photo, c'est quel matos choisir? Alors, vous allez voir que pour répondre à cette question, il faut déjà que l'on rentre un peu dans la partie technique pour pouvoir comparer les différents choix très nombreux de tous les constructeurs. Entre eux, Canon, Nikon, Fujifilm, Panasonic, Sony, Pentax, Lumix, Casio, Leica, GoPro, DJI, Apple. Est-ce qu'il y en a un qui sort du lot? Moi, je ne vais pas répondre à cette question, même si personnellement, je travaille plus avec certaines marques qu'avec d'autres. On va voir ensemble quels sont les critères qui peuvent vous aider à trouver votre bonheur dans l'offre pléthorique du marché actuel. Mais au final, n'oubliez pas de regarder votre matériel actuel avec le même œil, car ça se trouve, il vous convient déjà très bien. Alors, on y va. Et bim! Premier critère, le budget. Bah ouais, et il est évident que même si on dit toujours que c'est pas l'argent qui compte, quelque part, le budget dans un appareil photo est important. Alors, si vous êtes utilisateur régulier, professionnel ou amateur ou passionné, vous allez allouer un budget plus ou moins différent. Alors, le truc sympa, c'est qu'on a sur le marché un tas de choses qui peuvent correspondre en fonction du budget que vous avez. Ça part du petit compact comme ça, en passant par des caméras d'action, en passant par des gros boîtiers avec des gros objectifs, etc. Mais globalement, votre budget va devoir s'adapter en fonction du matériel, enfin va s'adapter en fonction du matériel que vous choisissez. Ça, c'est déjà un premier point, c'est un premier critère en fait sur lequel vous allez pouvoir vous orienter pour acheter du matos. C'est pas le seul parce que moi j'en ai choisi un deuxième, c'est de rentrer, alors je rentre pas dans toutes les caractéristiques techniques des appareils photo, mais je veux juste vous parler d'un petit truc qui s'appelle le capteur et le capteur, on va voir tout à l'heure avec plusieurs exemples que c'est un des critères essentiel quand même pour choisir un appareil photo. Alors des capteurs, il en existe plusieurs et comme vous le voyez, vous avez à la fois, alors je regarde en même temps là, plutôt là, je vais regarder là, vous avez sur ce genre de petites caméras là des tout petits capteurs, pardon, vous avez des capteurs qu'on appelle APS-C ou vous avez des capteurs full frame. Comme par hasard, les budgets correspondent aussi avec le type de capteur que vous mettez dans votre appareil photo. Il est évident que suivant votre usage, et c'est là où je veux en venir, vous allez avoir des choix à faire différents.
Je vais prendre un exemple, on ne va pas rentrer dans tout le tableau, mais vous voyez que si vous êtes un photographe qui fait plutôt de la photo de paysage, et Dieu sait si le paysage c'est important, n'est-ce pas Jean et private joke. Si vous êtes un photographe qui fait plutôt du paysage, vous allez avoir envie d'avoir une bonne dynamique de façon à pouvoir prendre une photo déjà avec un angle assez large, donc ça veut dire aussi un objectif avec une focale assez large, mais vous allez avoir besoin aussi de dynamique pour pouvoir capter et la lumière forte de votre paysage, mais aussi les coins qui sont un peu plus à l'ombre. Donc ça, déjà, ça vous donne des indications sur le type de matériel, le type de capteur, en fait, dont vous avez besoin. Si vous êtes, alors on ne va pas tous les faire, je prends juste un deuxième exemple. Si vous êtes un photographe qui aime l'urbain, la street photography, et c'est très 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 à la mode, vous allez avoir envie d'être plutôt discret. C'est-à-dire que vous allez avoir envie d'avoir un petit boîtier assez efficace, qui traite aussi bien la haute lumière que la basse lumière, mais qui reste quand même compact, sans avoir des gros objectifs, des zooms, etc. Donc vous voyez que votre usage, ça c'est un des points qui pour moi est très important dans le choix de l'appareil photo que vous allez faire. Alors, je vous laisserai, tout ça, ce sera bien entendu dans le replay dès demain midi sur YouTube, sur la chaîne Imagias, bien entendu. C'est pas aussi facile que ça, que de choisir du matériel, parce que là, j'ai parlé juste de budget, j'ai parlé de technique de capteur, j'ai parlé d'usage, mais vous allez voir qu'on peut faire des choses avec des petits capteurs super intéressantes et qu'on n'est pas forcément obligé de passer sur le plus cher, le plus gros pour faire de la photo. Alors, il y a les objectifs déjà. Alors, un objectif de bonne qualité sur un boîtier d'entrée de gamme, ça fait déjà des très très belles choses et je vous le montrerai avec deux exemples tout à l'heure. Mais il y a aussi les accessoires comme les trépieds. Si votre appareil photo il n'a pas un stabilisateur, et ben vous pouvez faire du paysage par exemple ou autre chose avec un trépied. Donc il y a des accessoires, il y a de la technique en photo qui vous permet de compenser des manques de matériel, des manques techniques de votre matériel. Donc voilà, c'est pas aussi simple que ça, mais ceci dit, moi j'ai un petit conseil à vous donner quand même. Je ne sais pas si vous vous reconnaîtrez dans l'un des 4 photographes qui est là. J'adore le photographe sur le golf, ça c'est souvent moi avec tout mon barda. Moi je vais vous donner en fait un conseil, c'est est-ce que vous êtes un amateur occasionnel de photographie ou est-ce que vous êtes un amateur plutôt régulier et passionné? Voilà, ça, vous voyez, c'est vraiment, est-ce que vous êtes usager de la photo ou est-ce que vous êtes passionné de photographie? Et en fonction, vous n'allez pas accorder le même budget à votre matos. Je vais prendre un exemple. Si vous êtes un amateur de photo parce que votre enfant fait un sport et que vous avez envie de montrer qu'il est super doué au football ou au patin à glace, salut les patineuses, ou au patin à glace, donc vous allez faire des photos et vous allez tant bien que mal essayer de vous débrouiller avec ce que vous avez. Si en revanche vous êtes passionné, vous allez faire ces mêmes photos, mais vous allez prendre déjà un monopode ou un trépied pour vous stabiliser. Vous allez essayer de prendre un zoom pour aller chercher l'action là où elle se trouve, etc., etc. Et donc votre budget sera un petit peu différent et votre matériel forcément aussi. Donc ça c'était le conseil que je voulais vous donner. Un petit bout de pub avant. Nous voilà dans Lightroom que nous allons ouvrir. L'idée étant de vous montrer différentes photos qui sont prises avec différents capteurs d'appareils photo. Donc petite révision de Lightroom et de classement de fichiers. Donc je vais importer les photos que j'ai prises. Donc vous allez voir l'arborescence de mon disque dur. Donc je cherche sur le disque. Voilà, en ce qui me concerne, les photos sont dans le répertoire images. Photo Imagias, où là j'ai l'ensemble de mes photos, l'année 2020. Et dans l'année 2020, je vais retrouver bien sûr les photos que j'ai décidé de prendre pour vous montrer les différentes tailles de capteurs. J'importe. Et voilà, donc on retrouve un échantillon de 7 photos prises avec 7 appareils photo différents. Donc on peut les voir en plus grand, F le raccourci clavier pour voir en plein écran mes différentes photos.
chaque photo est prise avec un appareil différent et donc une taille de capteur différente ou un objectif différent. Pour arriver sur la page des capteurs, très simplement ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que suivant la taille de votre capteur, le nombre de pixels de photosite est bien entendu différent. En famille, nous avons la famille des capteurs plein format, le full frame, que l'on va retrouver sur des appareils photo hybrides ou réflexes plutôt haut de gamme, sur des budgets de 3 à 4 000 euros. La taille de ce capteur est de 24 par 36 mm. Cela correspond également à la taille des pellicules argentiques. La deuxième famille, c'est les capteurs APS-C, que l'on retrouve là aussi sur de l'hybride ou sur du réflexe, que ce soit Nikon ou Canon, avec une taille d'à peu près 15 par 23 ou 24 mm. Ensuite, on a le format 4 tiers, là aussi retrouvé sur du compact plutôt haut de gamme ou sur du Panasonic, du Canon, du Lumix. Et ensuite les capteurs d'1 pouce et de moins d'1 pouce que l'on va retrouver sur de la caméra action, c'est-à-dire des GoPro par exemple, ou alors sur des caméras de type DJI Osmo Pocket, ou même sur vos téléphones. Vous l'aurez compris, en fonction de la taille de votre capteur, la résolution de votre photo va être légèrement différente. Pour revenir sur nos exemples, cette photo a été prise avec un capteur plein format de 24-36 sur le 5D Mark IV. L'objectif utilisé, c'est un 85 avec une profondeur de champ énorme puisque l'ouverture est de 1,2. Deuxième photo, prise avec un capteur APS-C qui correspond au capteur de mon Fuji X-T3. Là aussi, une belle profondeur de champ, malgré le fait que la photo était prise à 5,6 en termes d'ouverture, mais avec un téléobjectif ouvert à 140. Ici, vous avez une photo faite avec un iPhone, et oui, avec un iPhone, et la profondeur de champ que vous voyez ici est totalement artificielle et créée par le logiciel. Preuve en est, le logiciel n'a pas réussi à détourer correctement les petites feuilles qui sont ici et qui donc apparaissent un peu différemment. Et on voit aussi que la queue de notre tulipe a complètement disparu. Une photo faite avec une caméra d'action, la DJI, c'est l'Osmo Pocket, sans aucun réglage. Une autre photo faite avec un compact qui date un peu, c'est le PowerShot A800 de chez Canon qui a plus de 10 ans, qui se défend pas mal. Et là, une photo réalisée avec un réflexe plutôt d'entrée de gamme, c'est l'EOS 100D, c'est un boîtier qui vaut moins de 500 euros, qui n'existe même plus sur le marché, il a été remplacé maintenant par le 1000 je pense, ou par le 200, je ne sais pas. Mais globalement, c'est un réflexe plutôt d'entrée de gamme, mais combiné avec un objectif plutôt haut de gamme, le 85 1.2, vous voyez que le résultat est plutôt pas mal. Voilà, la dernière photo que je vais vous montrer, c'est celle-ci, qui a été faite avec une GoPro, on va y arriver, voilà, qui a été faite avec une GoPro, donc peu de profondeur de champ, la GoPro étant une caméra d'action qui est faite pour situer la scène et donc prendre un maximum de détails un petit peu partout. Voilà ce que je voulais montrer sur la taille des capteurs. Et maintenant, on va pouvoir passer à autre chose. Voilà, bon, alors je ne sais pas si ça va vous aider, mais en tout cas, moi, je vous donnerais bien un conseil supplémentaire basé sur une histoire vécue. Il y a de ça quelques années, en 2009, si ma mémoire est bonne, j'étais pas encore photographe professionnel, c'était pas mon métier, et j'avais un boîtier réflexe, c'était un Canon 40D. Donc c'était un super matériel. Mais j'étais vraiment tenté par le plein format. Donc le 5D Mark II de Canon me faisait de l'œil. Du coup, j'ai passé une commande et j'ai revendu mon 40D. Sauf que le 5D n'est pas arrivé avant les vacances et que j'avais livré mon 40D à son acheteur. Alors je suis parti en vacances avec un appareil photo. J'ai acheté un petit compact Canon, c'était un G9. Et ce petit appareil de 12 mégapixels avec un tout petit capteur CCD, genre un truc tout petit comme ça, voilà, vous voyez dans les trucs, voilà, tout petit comme ça, et une focale, c'était l'équivalent d'un 35-200, m'a carrément bluffé. J'ai été bluffé par ce petit G9. Alors, je sais,
je ne sais pas comment vous expliquer ça, je me suis vraiment amusé en fait pendant toutes les vacances. J'ai vraiment pris du plaisir en testant cet appareil dans tous les sens. Et en fait, j'en garde un souvenir génial, alors que ce truc-là valait pas des fortunes. Il était juste parfait pour l'utilisation que j'en avais. Je vous dis ça parce que, encore une fois, le truc qui compte vraiment dans votre choix de photographe, c'est l'usage que vous allez faire avec votre boîtier. Et le plaisir n'a pas de prix. Alors, on va clore le sujet pour le moment sur le matériel. On va aborder en fait la deuxième partie de l'émission en parlant un peu d'appareil photo. Et on reparlera de matériel la semaine prochaine avec un sujet que certains attendent depuis longtemps. C'est comment filmer avec mon appareil photo. Alors du coup, pour passer sur le deuxième sujet du live qui était le vocabulaire, je vais vous proposer le sujet en fait sous deux angles. Le premier angle, c'est une vidéo que j'ai enregistrée cette semaine pour vous, et pour vous parler plus en profondeur de résolution, de définition, de PPP, de DPI, et tout ça dans une vidéo qui a un format de moins de 2 minutes 30. C'est parti! Avant, les appareils photo, ça fonctionnait avec des pellicules argentiques. Mais ça, c'était avant. Désormais, les appareils photo numériques utilisent des cartes mémoire, mais surtout des capteurs. Le capteur, c'est un peu l'œil de votre appareil photo numérique. Alors, il existe des capteurs CCD ou des capteurs CMOS. Les capteurs CMOS sont aujourd'hui les plus répandus. Le capteur photo a été inventé en 1969. Il est situé au fond de votre appareil photo et c'est une toute petite plaque, comme ça, qui reçoit la lumière. Mais une fois qu'il a reçu la lumière, il la transforme en courant électrique. Le capteur est composé de plusieurs couches. À la surface du capteur, il y a donc des millions de petits éléments qui vont capter la lumière. Ces petits éléments-là, ce sont des photosites. Ensuite, le capteur, à l'aide de filtres rouge, vert et bleu, va fabriquer en quelque sorte des points lumineux qui vont composer votre image. C'est ce que l'on appelle les pixels. Plus il y a de pixels, plus vous allez pouvoir agrandir dans votre image sans perte de qualité. Alors, la taille du capteur a son importance. Ici un capteur full frame, ici un capteur APS-C, et ici un capteur micro 1/3. Donc voilà, plus il est grand, plus il va pouvoir abriter de photosites, plus il sera sensible à la lumière et plus vous pourrez faire des photos, par exemple, la nuit. Ce que l'on appelle résolution, c'est la combinaison du nombre de pixels et de la taille du capteur. Et comment on mesure la résolution? Eh bien, en PPP, en pixels par point. Sans vouloir jouer sur les mots, il y a une différence et ne pas confondre résolution et définition. La définition, c'est le nombre total de pixels qu'il y a sur votre capteur. Mais bon, pour faire de belles photos, les capteurs, c'est important, mais il faut aussi un bon objectif, il faut aussi un bon logiciel à l'intérieur de votre appareil photo, et bien sûr, un bon logiciel pour traiter les photos après les avoir prises. Voilà, alors c'est tout simple, j'ai coupé un peu court la fin du générique, vous m'excuserez. En fait, faire une émission de télé tout seul, c'est un peu comme en informatique. Quand il y a des erreurs, c'est souvent situé entre la chaise et le micro-cravate. Hein. Donc, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, j'espère que ce format court vous a plu pour ce type de vidéo. Moi, en tout cas, je me suis bien marré en la faisant. J'ai fait ça rapidement lundi matin. Vous pourrez bien sûr la revisionner sur le replay, dispo sur YouTube dès demain matin. Et maintenant, on va continuer la discussion en répondant aux questions de Jean et Valérie qui se sont prêtés au jeu pour l'occasion. Les amis, je vous remercie pour votre participation. Allez hop, on écoute la question numéro 1 de Valérie. Dis David, c'est quoi une focale? Ah, ça c'est une excellente question. Alors la focale. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la focale, c'est une des caractéristiques principales des objectifs. C'est la distance exprimée en millimètres entre le centre des lentilles et l'objectif, enfin des lentilles de l'objectif
et du capteur. Je vais vous montrer. Je prends par exemple ce boîtier. Admettons que le centre de mes lentilles se trouve par ici, que le capteur de mon objectif est un peu à l'intérieur vers ici. Donc, je vais exprimer en millimètres, en fait, la distance entre les deux. Donc, je vais passer, par exemple, sur cet objectif de 55 mm, si mon centre est ici, globalement 5 cm, à, hop, 18, parce que le centre a décalé juste ici. Je ne sais pas si je suis clair. Je vais recommencer avec un autre objectif. Un objectif à focale fixe, comme celui-ci. Le centre est bien ici. Mon capteur, pouf, il va être juste ici. Donc le centre de ma lentille et mon capteur, cette distance exprimée en millimètres, eh bien, c'est la focale. C'est facile. Alors, ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'est surtout aussi un angle de vue. Parce que plus vous allez avoir une focale courte, plus votre angle de vue va être large. Donc il y a les focales fixes et il y a les focales zoom. Une focale fixe, par exemple, ce 50 mm, voilà, qui comme par hasard correspond aussi à la vision de l'œil, de vous, de moi. 50 mm. On a une focale ultra courte, ici à 14 mm. Wouh! Et là, je vois très large. Mais on appelle focale courte tous les objectifs qui sont en dessous de 24 mm a priori, globalement. Ce qu'on va appeler focale longue, c'est ça. C'est-à-dire que c'est au-dessus de 100 mm. Donc là, il se trouve que c'est un zoom variable. C'est-à-dire qu'il va de 50 à 200. Plus exactement, comme il est monté sur un capteur APS-C, il va de 50 à 140, mais multiplié par le coefficient du capteur de 1,5, parce que c'est un APS-C de chez Fuji, d'accord, eh bien ça nous donne un 200 mm. Voilà, donc 70-200, globalement 50-140 pour Fuji. Alors voilà, sur le point focal, retenez que globalement, ce qui est important, c'est que la focale, plus elle est courte, plus on inclut d'informations, plus elle est longue, plus on va isoler et se rapprocher du sujet. Mais, comme je viens de vous le dire avec le Fuji, la focale dépend aussi du capteur. Si vous avez un capteur plein format 24-36, un 50 mm est vraiment un 50 mm. Si vous avez un capteur APS-C avec un coefficient de multiplication de 1,5, un 50 mm, c'est un 70. Voilà, globalement, Valérie, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Et on va regarder la deuxième question. Dis, David, c'est quoi la différence entre un appareil plein format et un APS? Ah ah! Alors, un appareil plein format, je reprends mon explication du capteur. Ça, c'est du plein format. C'est du plein format, c'est du FF, du full frame. Ça, c'est de l'APS. L'APS, c'est Advanced Photo System type C. Voilà. Il existe aussi un APS type H que Canon a utilisé à un moment donné sur un boîtier, le 1D, si ma mémoire est bonne. Alors, la taille du capteur APS-C que je viens de récupérer, voilà, c'est 25,1 mm x 16,7 mm. Alors que la taille de notre capteur full frame, c'est 24 x 36. La différence entre les deux capteurs, c'est vraiment la plage dynamique. En gros, pour vous expliquer un truc très simple, plus on va avoir de photosites sur un capteur, ça veut dire qu'on va avoir plus de mégapixels. Parce que globalement, 12 mégapixels pour un objectif, pour un capteur, pardon, c'est 12 millions de photosites. La question est la suivante. Si j'ai un capteur plein format de 12 mégapixels et que j'ai un capteur APS-C de 12 mégapixels, est-ce que j'ai plus de photosites sur le plein format ou sur l'APS-C?
La réponse, elle est simple, hein, c'est la même. Je vais avoir 12 millions de photosites sur les deux capteurs. Sauf que dans mon capteur plein format, mes petits photosites, ils vont avoir un petit peu plus de place, ils vont être un petit peu plus gros, donc ils vont être capables d'encaisser plus de lumière, donc ils seront plus sensibles, donc leur plage dynamique sera un petit peu plus large, ce qui va expliquer que mes photos, eh ben, elles pourront monter plus en sensibilité, elles vont avoir plus de possibilités de passer du clair au foncé, des extrêmes lumière aux extrêmes sombres, et donc du coup, le capteur full frame, au même nombre de mégapixels, on dit qu'il est quand même un peu meilleur. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de débat. Après, il peut y avoir débat, mais je ne veux pas rentrer dedans. Retenez une chose, la taille du capteur influe sur la résolution. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à la question suivante. Dis David, pourquoi certaines de mes photos sont floues? Alors, pourquoi certaines de tes photos sont floues? Déjà, la question, c'est est-ce que tu as réglé la dioptrie de ton appareil photo? Alors, c'est pas un gros mot, hein. La dioptrie, en fait, c'est un petit bouton que l'on retrouve très souvent derrière l'appareil photo, quand c'est un réflexe ou un... Bon, là, c'est quoi ça? C'est un APS-C. Voilà, près du viseur. Et là, on peut régler ce petit bouton à la vision que l'on a. C'est-à-dire, si tu portes des lunettes, bah, tu peux régler ça en fonction de ta vue. Déjà, ça va éviter du flou dans un certain nombre de cas. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une photo est floue quand un sujet est en mouvement. Il bouge, les enfants par exemple, ça bouge tout le temps, et bien forcément, on risque d'avoir un peu plus de flou. Après, il faut savoir aussi que le photographe peut bouger. C'est-à-dire que vous pouvez être, vous, en train de prendre une photo et avoir un peu la tremblote, ne pas être bien stable, etc. Donc ça crée du flou. On peut avoir aussi l'appareil qui est pas stable. Pourquoi? Parce qu'il est sur un trépied et que le sol est un peu mouvant. Et donc on fait une photo, on dit une pose longue. Et puis finalement on s'aperçoit que la pose longue, eh ben, elle est floue parce que l'appareil il a bougé. Hop là. Souvent, c'est parce que la mise au point n'est pas juste. Donc est-ce que vous avez utilisé l'autofocus? Est-ce que votre autofocus est fiable? Ou est-ce que vous avez utilisé le mode manuel, mais sans la dioptrie? Et voilà, ça peut créer du flou. La profondeur de champ trop courte aussi crée du flou. Si d'un seul coup je me rapproche comme ça, hop là, je vais être un petit peu flou le temps que mon autofocus fasse la mise au point. Donc ça c'est clair. Ensuite vous pouvez avoir une sensibilité trop élevée. Donc vous montez trop dans les ISO, ça crée du bruit numérique et forcément ça donne un effet de flou. Et puis il y a sur les compacts des zooms numériques. C'est-à-dire qu'en fait, votre compact, il est capable de passer, par exemple, de 70 à 110, avec un zoom qui va se déplacer avec des lentilles, et de 110 à 200, c'est du logiciel qui va traiter le truc, comme sur un téléphone. Et donc, du coup, eh ben, ça va créer aussi une zone de flou, parce que le zoom numérique est beaucoup moins bon, n'est-ce pas, que le zoom avec des lentilles. Voilà. Donc, régler la dioptrie, ça c'est le premier point. Se stabiliser. Donc trouver soit un mur sur lequel on s'appuie, on prend l'appareil, on tire bien les bras au coude, bim, et là on essaye de ne pas bouger. Ou alors on prend un trépied, un monopode, ou alors on augmente la vitesse. Parce que quand vous allez augmenter la vitesse de votre appareil photo, et bien forcément votre capteur il va être plus rapide à prendre la photo, parce que le rideau va aller, tac, et du coup, vous allez avoir un peu moins de flou. Et puis surtout, utilisez votre AF, faites des tests avec votre AF, regardez tous les modes AF de votre appareil photo, et vous trouverez certainement le bon qui correspond à la situation que vous voulez prendre en photo. Alors, la question d'après, c'est quoi? Dis David, c'est quoi les ISO? Alors, est-ce que j'ai bien compris les ciseaux? Ou est-ce que j'ai bien compris les ISO? S'il s'agit des ISO, je ne sais pas. Par contre, s'il s'agit des ISO, là je peux vous dire qu'avant, les ISO, ça s'appelait les ASA, quand on parlait de photos argentiques. Alors maintenant, on parle de photo numérique, on parle de ISO, c'est la sensibilité de votre capteur. Plus le nombre est grand, plus le capteur est sensible. Donc on parle de plage ISO. La plage, j'aurais adoré être à la plage. Normalement, je devrais être à l'île Maurice, là. Mais bon. Alors du coup, plus le nombre est grand, plus le capteur est sensible. On parle de plage ISO de 50 à plus de 25 000.
Il y a des appareils photo aujourd'hui qui font jusqu'à plus de 100 000 ISO, chez Sony par exemple. Et alors ça veut dire quoi? Quand je fais de la photo avec beaucoup d'ISO, ça veut dire en fait que je peux prendre des photos le soir, dans des environnements un petit peu plus sombres, sans être obligé d'utiliser un flash. Mais attention, il y a une contrepartie. Si vous montez en ISO, vous allez avoir du bruit numérique. Le bruit numérique, c'est du grain. C'est ce qu'on appelait le grain sur la pellicule argentique. Sauf qu'en argentique, on trouvait ça beau. Là, en numérique, le grain, c'est moins terrible. Surtout que le bruit numérique, ça se voit sur les zones sombres. Donc là, par exemple, à droite ou à gauche, sur les côtés de mon cadre, vous pourriez avoir des grosses taches pas belles là du tout, parce que je suis trop monté fort en ISO. Alors, surtout dans les zones foncées. Donc, ceci dit, il ne faut pas avoir peur de monter en ISO, ça dépend aussi de votre capteur. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, sur un micro Kiki, ou alors sur un APS-C, ou alors sur un full frame, on ne va pas avoir la même capacité des photosites à être plus gros, plus balèze et à mieux accepter la dynamique de l'image. Alors, je crois qu'on a la dernière question Dis de David, Valérie. pourquoi sur certaines de mes photos, les gens ont les yeux rouges? Ah, les yeux rouges. Donc ça, c'est une excellente question. Je vais en parler en vous montrant mes yeux. Donc là, par exemple, je vais me mettre plus en gros. Là, vous voyez, j'ai les yeux un peu rouges, c'est les allergies. Voilà. Est-ce que la réponse est suffisante, Valérie? Je ne suis pas sûr. Donc, alors, il n'y a pas que les allergies ou la conjonctivite. On a les yeux rouges, en fait, parce que le rouge, c'est la couleur des vaisseaux sanguins de la rétine. La rétine, c'est derrière. C'est pas le blanc, là, d'accord? C'est pas la pupille qui est là, c'est derrière, en dessous. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous allez prendre une photo avec votre flash, en général, vous êtes dans un environnement un peu sombre, vous êtes dans l'obscurité. Du coup, votre sujet a la pupille dilatée, parce qu'il est habitué au sombre. Et là, bim, d'un seul coup, vous lui éclairez la rétine. Sa pupille, elle n'a pas le temps de se refermer comme un diaphragme. Elle est encore ouverte. Et là, vous allez prendre la photo et le flash va aller taper dans la rétine. Donc, ça va donner des yeux rouges. Et ce ne sera pas les allergies, quoique. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a toujours des solutions. La première des solutions, c'est d'utiliser un flash Cobra. Alors, ce n'est pas le serpent. Le flash Cobra, c'est ça. Un flash Cobra, en fait, on appelle ça Cobra parce que ça fait le Cobra. L'avantage du flash Cobra, c'est qu'il ne va pas taper directement dans l'œil de votre sujet, c'est qu'il va être au-dessus, il va être un peu décalé, voire même vous allez l'utiliser, tiens, je viens de perdre le micro Kiki ici, voilà, ou voire même il va être réfléchi ici pour éclairer vers le haut et du coup pas directement dans les yeux de votre sujet, et du coup ils ne seront pas rouges. Alors sinon, il y a la possibilité aussi d'avoir des éclairs multi-flash. Alors je ne sais pas si ça va marcher là comme ça. Alors, là ça fait flash-flash. Là ça fait flash-flash. Ok. Ah, par contre, non, j'arrive pas à faire flutch. Mais en gros, du multi-flash, c'est que votre flash, il va faire très vite avant de faire le flash et de prendre la photo. Du coup, la pupille de votre sujet, elle va avoir le temps de se fermer et les yeux seront moins rouges, même s'il est allergique. Et sinon, la dernière solution, c'est d'utiliser un logiciel en post-prod. Voilà. Alors, les résultats ne sont pas toujours extraordinaires, mais ceci dit, ça marche quand même plutôt pas mal. Hein. Il faut être tatillon pour trouver que c'est pas bien. Il faut être tatillon. Hein. Alors, nous, on n'est pas tatillon. Et comme on n'est pas tatillon et qu'on est bien content parce que l'émission se termine, même si on a un peu triché en réenregistrant des petits bouts pour le replay, parce que dans le live, on a un peu planté le truc, je vais vous passer quelque chose d'intéressant sur la Lune. Alors, pour terminer cette émission, vous n'êtes pas sans savoir que dans la nuit du 7 au 8 avril 2020, la plus grosse pleine lune de l'année était visible. Donc, j'ai fait des photos et je vais vous montrer ce que ça va donner. Alors, j'ai fait des photos vers 20h, 21h et des photos à 3h30, 4h du matin. Alors, il faut savoir que cette lune est grosse parce qu'elle est à une distance au plus proche de la Terre, à peu près 357 000 km. Et le fait qu'elle soit aussi proche fait qu'on la voit 7% plus grosse que d'habitude et un poil plus brillante. Alors on va voir ce que ça donne. Donc la première des choses, c'est que dans Lightroom, j'ai choisi
de mettre des étoiles sur 5-6 photos qui me paraissaient bien nettes. Donc en voici une, la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième. Vous voyez qu'il y a des différences de tonalité. J'ai fait plein d'essais en termes de réglage qu'on regardera un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Voilà, et puis au final, j'ai gardé 3 photos. Donc j'ai mis une étoile sur 2 sur 3 d'entre elles, donc vous allez voir. Ensuite, je les ai sélectionnées avec les 2 étoiles. Voilà, donc j'ai 3 photos, une qui est prise à 20h et une qui est prise à 4h du matin. Alors, pour celle qui est... Donc là, je les ai agrandis un petit peu dans l'écran, mais vous voyez la taille réelle. Donc c'est fait avec un téléobjectif de 140 mm sur un APS-C, ce qui veut dire qu'avec le coefficient multiplicateur du format, je suis à 200 mm. Vous voyez que même à 200 mm, on arrive à faire des photos très très proches de notre haste préféré. Voilà, au final j'ai gardé 2 photos, donc je vais les travailler un petit peu en passant dans le module développement et je vais pas jouer sur grand chose, simplement un petit peu rajouter plus de contraste, de clarté, et puis je pense que sur la deuxième il va falloir que je l'éclaircisse un petit poil, donc je vais mettre un petit peu plus de luminosité, donc on va la recentrer, voilà. Je mets un petit peu plus de luminosité, mais juste ce qu'il faut, parce qu'il ne faut pas que ça fasse surnaturel non plus. Voilà, hop, comme ça, c'est pas mal. Un peu de clarté, de texture, pour lui donner, pour qu'on voit bien tous les cratères et tous les petites montagnes qui sont dessus. Voilà, ça me paraît bien, super. Et alors, il y a quand même un truc qu'il faut savoir, c'est que la lune, voilà, elle a cette couleur-là. On a appelé ça la super lune rose. Pas parce qu'elle est rose, mais tout simplement parce qu'elle apparaît au moment où, dans les premières tribus amérindiennes, vous voyez qu'elle coïncidait avec l'apparition des fleurs roses. Alors, pour tous les babas, j'ai mis un petit peu plus de couleur dans cette lune-là. Donc, ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est de regarder tous les gens qui ont fait des photos et qui vous mettent une lune avec une couleur rosée. En fait, c'est que ils se sont fait bien avoir. La lune n'était pas du tout rose cette nuit, comme vous l'avez vu. Elle était bien blanche, mais un peu plus grosse et plus lumineuse. Voilà. Super, voilà le type de reportage que j'adore sur la Lune. Donc la Lune n'est pas rose, j'ai dévoilé le pot rose. Bon, le jeu de mots est nul. Cette émission s'achève, je vous remercie de l'avoir suivi, je vous remercie d'avoir vécu avec moi quelques moments mémorables, que vous ne voyez pas sur le replay parce que j'ai eu la gentillesse de les couper. N'hésitez pas à m'écrire ici, avec cette adresse-là, pour m'envoyer, par exemple, des petites questions, des idées, des vidéos, des choses comme ça que vous voulez que je passe dans l'émission la prochaine fois, y compris je sais, ce que vous voulez, n'est-ce pas Marie? Donc sinon, vous regardez ici sur l'Instagram, je suis du bon côté, wouhou, ça marche. L'Instagram Imageast, pas pour regarder forcément mes photos, mais surtout pour envoyer vos photos avec le hashtag LiveImageast, hashtag LiveImageast. Comme ça, moi, ça me permet de récupérer vos photos, de les importer et de vous les montrer la semaine prochaine. C'est aussi simple que ça. Donc, je vous souhaite une excellente journée, peut-être fin de journée plutôt, et je vous dis à très très bientôt. Générique. Génial, génial, il n'y avait pas de son encore. Oh là 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 là, oh là là là, c'est l'émotion.